Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Le wagon meurtri était couché sur la voie. Dans quelques instants, les flammes allaient jaillir. Je rampais sous l'amoncellement de tôles tordues sans me préoccuper des fragments brûlants de verre et de métal. Enfin, je sentis un souffle d'air frais sur mon visage et aussitôt je me mis debout. Avec un rugissement de bête sauvage, le feu prit derrière moi et je me hâtais de m'éloigner de la fournaise. Il y avait 10 minutes à peine que le premier wagon avait quitté les rails dans un tintamarre infernal, entraînant le reste de l'express de Boston contre le remblai. Et déjà, la foule était là. Rien n'attire autant les badauds que le sang. Ils braquaient des projecteurs sur cette scène de cauchemar, se lançant des appels martelant le métal tordu pour atteindre les survivants. Ils étaient vraiment à leur affaire. Je me sentais assez mal en point, mais au moins, je n'avais rien de cassé. Une fois n'est pas coutume, j'avais eu de la chance. Dans les derniers mois, j'avais collectionné les catastrophes. Aussi, lorsque j'avais senti le wagon osciller et tanguer dans un bruit d'enfer, je m'étais dit « Cette fois, mon vieux, tu es bon, c'est la fin. » Mais je me trompais. Là-haut, sans doute, quelqu'un avait décidé que je pouvais encore affronter quelques années de tribulation. Tous les autres voyageurs du compartiment, même l'ivrogne qui m'avait payé 4 ou 5 whisky pour obtenir le privilège de me raconter sa vie, avaient eu beaucoup moins de chance. Ils étaient au milieu du brasier. Je sentis mes pieds glisser le long d'une pente et je levai les bras pour garder mon équilibre. Un peu plus loin, un homme me héla. « Hé, monsieur, ça va ?»« Oui, merci, ça va très bien. » « Vous vous en êtes sorti juste à temps, hein, monsieur? On monte un poste de secours un peu plus loin. Vous croyez que vous pourriez y arriver? » Oui, certainement. Où sommes-nous, monsieur? Comment s'appelle cette ville? On est juste à la sortie de Hopkins Falls. De la ville, on a entendu le bruit de la catastrophe. On aurait dit une bombe. Et il partit en courant. Je me dirigeais vers le poste de secours et un jeune type en uniforme blanc me soutint pour entrer dans la tente. Une matrone assise à un bureau me demanda mon nom. Je ne sais plus, madame. Pour quelques raisons mal définies, je répugnais à donner mon nom à cette même ère glaciale. Le jeune employé en blanc prit mon bras et sourit. « Ça a l'air d'aller, monsieur, hein? Vous pouvez vous vanter d'avoir eu de la chance. » Oui. Et en effet, j'ai eu de la chance. L'employé me conduisit à l'extérieur et, pour la première fois, j'aperçus les rangées de morts et de blessés étendus sur le sol. « Écoutez, je me sens parfaitement bien, je vous assure. Je vais marcher. Ça me vaut rien de rester à traîner ici. » Le jeune homme haussa les épaules. « Comme vous voulez, monsieur. » La chance me favorisa une fois encore. Une antique Ford approchait, une tête barbue surgit de la portière et m'offrit une place à ses côtés. J'acceptai. L'homme me harcelait de questions sur la catastrophe, mais je feignis d'être trop commotionné pour répondre, et il finit par se taire. Ça n'était pas une ville très importante, et la seule enseigne lumineuse de l'endroit était justement celle que je cherchais, un hôtel. Je m'extirpai de la Ford et fis un signe d'adieu au barbu. Puis,
je me dirigeais vers l'hôtel. Le type de la réception était un personnage filiforme qui portait un gilet à l'ancienne mode. Il me regarda curieusement. Lorsque je demandais une chambre avec salle de bain, le préposé faillit avaler son dentier. Je m'inscrivis sur le registre sous le nom de Benedict Arnold et je me rendis à la chambre miteuse au 2e étage. Je tombais sur le lit comme une masse. Le sommeil me frappa comme un direct au menton. Je me réveillai avec une légère douleur à la hanche. Ça n'était heureusement que mon portefeuille dans la poche de mon pantalon qui avait dû me gêner dans mon sommeil. J'ouvris le portefeuille. Il contenait $150. Je rangeai les billets un à un sur le lit et je les recomptais de nouveau. $150. Ça n'était pas mal. J'avais le temps de voir venir. Je décrochai le téléphone intérieur et je demandai du café, des toasts et les journaux. Puis je m'étendis sur le dos, allumai une cigarette et fumai dans un silence propice à la réflexion. Une demi-heure plus tard, le type au gilet rayé entra dans la chambre avec des toasts spongieux, du café anémique et un exemplaire du journal local. Dans le journal, la catastrophe de chemin de fer tenait toute la première page. Jamais on n'avait vu jusqu'ici pareil événement dans le patelin. Je me précipitais sur la liste des victimes. Elle n'était pas complète, mais j'y trouvais ce que je cherchais. Je saisis à nouveau le téléphone et dis au concierge que je voulais faire un appel à longue distance. « Je voudrais joindre Madame Walter Gorse, 1240 Lafayette Street à Boston. » J'obtins la communication et j'entendis une voix de femme. « Allô, oui? »« Allô, Myrna? »« Oui, qui est là? »« Écoute, Myrna, est-ce qu'il y a quelqu'un près de toi? »« Non, je suis seule. Mais qui est à l'appareil? »« C'est moi, Walter. »« Walter! Oh, Dieu soit loué! J'ai appris la nouvelle à la radio. Je ne savais pas si tu étais vivant ou mort. » « Je suis mort, chérie, je suis mort. Ne t'en fais pas pour cela. »« Comment? » Myrna, écoute-moi très attentivement. On a commis une erreur ici, une très grosse erreur, et nous allons en tirer profit. Tu comprends, Myrna? »« Non. » Écoute-moi, on m'a inscrit sur la liste des victimes. On me croit mort. Tu comprends, Myrna? On me croit mort. On a identifié l'un des cadavres sous mon nom. Remarque, ça n'est pas tout à fait une erreur. J'ai échangé mon portefeuille avec celui d'un autre avant de m'extraire de mon wagon. Un type qui a été brûlé, méconnaissable. Jamais on ne pourra réellement l'identifier. Myrna, tu sais que nous possédons une police d'assurance que je viens de souscrire. $25,000. Mais Walter, je ne pourrais pas toucher cette somme, puisque tu es vivant. Oh, si cet imbécile de Myrna avait été devant moi, je l'aurais étranglé. Mais je vais rester mort, Myrna, comprends-tu? Je vais rester mort. Tu vas prendre le deuil. Ensuite, tu toucheras le chèque de $25,000 de la compagnie d'assurance. Tu déposeras cet argent en banque. Nous attendrons un moment, après quoi on quittera la ville. Toi et moi, et l'argent. Tu comprends maintenant? Oui, je comprends, Walter. Mais je ne sais pas si nous devrions faire une chose pareille. C'est toujours toi qui... Oui. Au revoir, Myrna. Je raccrochai. $25,000. La chance allait-elle enfin me sourire? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. L'express de Boston ayant déraillé, j'ai décidé de me faire passer pour mort en échangeant mon portefeuille avec celui de l'une des victimes. Alors, j'appelle Myrna pour lui donner la marche à suivre, c'est-à-dire prendre le deuil, toucher les $25,000 de l'assurance et attendre mes nouvelles instructions. Les $150 du portefeuille durèrent une semaine.
Ils me payèrent un nouveau costume, ma chambre, ma pension et un billet de chemin de fer pour Boston. Le vendredi matin, je descendis, réglai ma note et me dirigeai vers la gare. Arrivé à Boston, j'entrai dans une cabine téléphonique et j'appelai Myrna. « Allô, Myrna, tu es seule ?»« Oui, qui est à l'appareil ?»« C'est moi, Walter. Écoute-moi, je suis à la gare de Boston. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» « Eh ben, ils m'ont fait parvenir le corps. Les funérailles ont eu lieu mardi. » « Magnifique. Beaucoup de monde ?»« Non, pas trop. Sandy et Jen n'ont pas pu venir. Mais Doris et Tom étaient là. Maman voulait prendre l'avion, mais je lui ai télégraphié de ne pas se déranger. Oh, Walter, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« J'en sais rien moi-même, Myrna. Je suis complètement fauché. J'ai même pas de quoi me payer une chambre d'hôtel. »« Mais tu ne peux pas venir ici, Walter. »« Mais je le sais bien, Myrna. Mais il faut que je mange. Alors je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas mettre $200 dans une enveloppe que tu adresseras à Joseph Nolan, au bon soin de l'hôtel Montgomery à Boston. Je vais y aller ce matin. Mais n'essaie pas de me joindre, surtout. Ce serait courir au-devant des ennuis. Tu as bien compris, Myrna? Oui, mais si on te reconnaît, Walter... Rien à craindre, Myrna. L'hôtel n'est pas fréquenté par les gens de notre classe. Essaie de m'envoyer la somme en petites coupures, d'accord? D'accord, Walter. Je raccrochai. Je me dirigeai ensuite vers le kiosque à journaux et, avec mes dernières pièces de monnaie, j'achetai un journal et des cigarettes. Je pénétrai ensuite dans la salle d'attente et c'est là que je passai la nuit, dans l'attente d'un train que je ne prendrai jamais. Je me réveillai en très bonne forme. Je me rendis aux toilettes de la gare, je me lavai le mieux possible. Le miroir me renvoya l'image d'un assez beau garçon. Oui, ce qui me manquait pour compléter le tableau, c'étaient les espèces sonnantes et trébuchantes, mais cette lacune était pratiquement comblée, avec un peu de chance. Je quittai la gare pour entrer dans une belle journée ensoleillée. Il y a des jours comme ça où tout marche comme sur des roulettes. Je me dirigeai à pied vers le Montgomery. C'était un très bel hôtel et le portier avait l'air d'un général constellé de décorations. J'entrai dans l'hôtel et m'avançai vers le bureau de réception avec la nonchalance d'un millionnaire blasé, en grattant ma joue mal rasée d'un index désinvolte. Ni mon costume froissé, ni ma barbe de la veille ne me causaient le moindre souci. J'avais vu dans des endroits sélects des richards déambuler sans complexe au lendemain de nuits d'orgie dans des tenues impossibles. Je me contentais d'abaisser sur le préposé une paupière condescendante et je lui décochais mon meilleur sourire à la Burt Lancaster dans Veracruz. Je voudrais une chambre, quelque chose de convenable, voyez-vous? L'homme, aux yeux de merlan frit, fut-il impressionné? Je ne saurais le dire. Quoi qu'il en soit, il me donna quelque chose au 10e étage. « Dites-moi, concierge, vous devez avoir du courrier au nom de Joseph Nolan. » Il se dirigea vers les casiers d'un air dubitatif et revint avec une épaisse enveloppe. Je poussai un soupir de soulagement. La chambre était belle et confortable. Après la douche et un coup de rasoir, je m'étendis sur le vaste lit moelleux. J'ouvris l'enveloppe, allumai une cigarette et comptai l'argent. Il y avait $240 et un billet sur lequel je lus « Désolé, c'est tout ce que j'ai pu me procurer, signé Myrna. » Bon, ça n'avait pas d'importance. Il y en avait suffisamment pour quelques jours. Puis, l'agent d'assurance viendrait voir Myrna et $240 ne représenteraient plus que l'argent pour les taxis. Je demeurai au Montgomery près de 2 semaines. Aucun des millionnaires qui habitaient ce palace n'était ni plus beau ni plus intelligent que moi. Une seule chose nous séparait, l'argent. J'allais bientôt combler ce fossé, avec un peu de chance. Le moment était venu d'appeler Myrna. « Allô, Myrna ?»
Ici Walter. Tu peux parler? Oui, Walter, je peux parler. Comment vas-tu? Magnifiquement, Myrna. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont payé? Oui, Walter. Ils ont tout payé la semaine dernière. Bien, bien. Maintenant, Myrna, écoute-moi attentivement. Tu vas aller à la Banque nationale des industries chimiques, dans Clover Street, et tu vas ouvrir un compte commun au nom de Joseph Nolan. Mais Walter... Laisse-moi finir, veux-tu? Tu ouvres le compte et tu prends tous les formulaires à remplir. Ensuite, tu les envoies ici, à mon hôtel. Compris? Compris, Walter. Très bien. Fais cette démarche aujourd'hui même, Myrna. Ensuite, je te rappellerai, d'accord? D'accord, Walter. En souriant, je replaçai le récepteur sur son support. Myrna, pour stupide qu'elle fût, se débrouilla fort bien. Je trouvai l'enveloppe sous ma porte le lendemain matin. Je remplis la demande, signai d'un large paraphe, puis je mis la feuille dans une enveloppe et je la postai à l'adresse de Myrna. Je la rappelai le lendemain pour m'assurer qu'elle avait bien reçu le tout. Un jour plus tard, je touchais mon chéquier. La Banque nationale des industries chimiques ouvrait ses portes à 9 heures pile. Le lendemain du jour où j'avais reçu mon chéquier, je me trouvais à 10 heures devant la banque, vêtu du costume le plus beau que j'avais pu me procurer. Oui, je voulais avoir le physique du rôle, celui de l'homme qui se trouve soudain à court d'argent de poche. Je m'avançai devant le guichet derrière lequel se tenait un jeune homme aux cheveux pâles. Je commençai une phrase, puis je me souvins que je devais d'abord remplir un formulaire de retrait de fonds. Je m'éloignai avec un sourire d'excuse et je me dirigeai vers le comptoir au centre de la pièce. J'ouvris le chéquier et j'écrivis de ma plus belle écriture 3000 $. Je n'allais pas tout retirer d'un coup, j'étais plus avisé que cela. Tout cet argent, aussi vite sorti que rentré, rien de tel pour attirer l'attention. Je revins au guichet, je poussai la formule de retrait et le chèque vers le jeune caissier. Il leva les yeux vers moi. « Monsieur Nolan ?»« Oui, c'est moi. » »« 1 minute, je vous prie, monsieur. » Il s'écarta du guichet et se dirigea vers le téléphone. Oh, je ne me sentis pas inquiet. 3000 $, c'est une somme. Les caissiers de banque sont des gens prudents. C'est normal. Il revint, toujours souriant. « Monsieur Nolan, vous n'aimeriez pas mieux toucher un chèque sur une autre banque? C'est beaucoup d'argent liquide, 3000 $ pour porter sur soi. »« Non, je préfère en espèces. »« Très bien, monsieur. » Il compta les billets avec habileté et me tendit l'argent. Je glissai le tout dans mon portefeuille, mais celui-ci refusa de se fermer. Alors je prélevai quelques-unes des coupures de 20 $ que je fourrai dans ma poche. Puis je sortis avec une nonchalance calculée. J'étais de très bonne humeur. Les 2 lascars qui m'arrêtèrent à la porte avaient 15 ou 20 centimètres de moins que moi, mais à la façon dont ils tenaient leurs bras, je compris très vite qu'ils compensaient ce déficit de taille par la possession d'armes à feu. L'un d'eux me saisit par le coude. « Joseph Nolan ?»« Oui, c'est à quel sujet ? » ?»« Vous allez nous accompagner, monsieur Nolan. Le lieutenant Pacino de la police criminelle voudrait vous poser quelques questions. » On se serait cru au cinéma. Pendant 1 minute, j'éprouvais la tentation de les bousculer, de m'enfuir, mais mes genoux se liquéfièrent soudain et je ne trouvais rien à répondre. C'est dans le bureau du lieutenant Pacino de la brigade criminelle que je trouvai Myrna. Elle me regarda comme si je descendais d'une autre planète. Elle était en grand deuil, ce qui n'arrangeait en rien sa silhouette étriquée. Le lieutenant Pacino s'avança vers elle. « Vous le reconnaissez, Madame Gorse ?»« Non, lieutenant, je ne l'ai jamais vu de ma vie. » Puis elle se mit à pleurer.
Je rejetais mes épaules en arrière et je jouais les durs. « Bon, c'est bon, je vois que ça n'a pas marché, mais enfin, vous pouvez pas me pendre pour avoir tenté ma chance, lieutenant. » Vous feriez bien de nous raconter votre histoire, monsieur Nolan. Alors je leur racontais ma rencontre dans le train avec l'homme qui buvait trop, qui parlait trop, et qui m'avait raconté sa vie parce que j'avais un visage sympathique. Cet homme qui m'avait mis au courant de toutes ses difficultés financières, qui m'avait parlé de sa sotte de femme, Myrna, sotte et docile, et de la seule chose de valeur qu'il posséda au monde, sa police d'assurance. Puis je leur parlais de la catastrophe de chemin de fer, de l'incendie et de l'idée qui surgit dans mon esprit en arrivant au minable hôtel de Hopkins Falls. C'était une très bonne idée que j'avais menée à bien. Myrna n'avait pas réalisé que la voix qui lui parlait au téléphone n'était pas celle de son mari. Elle n'était pas très futée, Myrna. Mais j'avais écouté son mari pendant assez longtemps pour connaître sa façon de s'exprimer. Le lieutenant Pacino me fixait de ses petits yeux. « Vous étiez trop sûr de vous, monsieur Nolan. Vous avez sous-estimé la compagnie d'assurance. Elle a insisté pour que les recherches d'identification soient menées jusqu'à l'examen des dents. Voyez ? Lorsqu'on a eu la certitude que le cadavre brûlé était bien celui de Walter Gorse et que nous avons fait part à Madame Gorse des raisons qui motivaient cette certitude, elle nous a téléphoné et nous a tout raconté. Alors nous lui avons conseillé de poursuivre les tractations avec vous jusqu'au moment où l'argent serait en votre possession. Nous vous avions repéré dès le début, monsieur Nolan. Il était malin, ce petit lieutenant de police, très malin. Mais moi, j'étais quand même plus beau garçon que lui. Seulement, lui, il était libre. Et moi, j'allais en prendre au moins pour 5 ans. Avec un peu de chance. Il y a des fois où la vie n'est pas juste. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.